Donc, bienvenue à tous. Je suis Cédric Pontet, je suis le CTO de Agile Partner et je suis aussi coach agile. Donc, Agile Partner est une société qui, comme son nom l'indique, pratique l'agilité et évangélise sur les pratiques agiles au Luxembourg depuis maintenant plus de 15 ans. Et récemment, nous avons décidé de relancer les célèbres Agile Meeting que nous avions déjà lancés il y a plus de 10 ans. Et aujourd'hui, donc c'est mon collègue et néanmoins ami Mathieu qui va nous parler de Scrum. Scrum qui est parfois euh, mal connu ou mal compris. Donc Mathieu, c'est à toi. Ok, merci Cédric. Bonjour, je me présente, je suis Mathieu, je suis coach agile. Et donc effectivement, je vais vous parler de Scrum aujourd'hui. L'agenda qui est affiché sur votre écran, plus la boîte est grosse, plus on passera de temps pour parler des différents topics. Donc d'abord, qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Comment faire pour que ça marche? Quelles sont les erreurs typiques d'implémentation que moi je peux rencontrer le plus souvent? Et puis quels bénéfices vous pouvez en tirer? Alors je vais essayer d'utiliser le maximum de mots simples pendant cette présentation. Il y aura quand même quelques termes en anglais. Alors il y a des traductions qui existent, mais c'est souvent quand même les termes en anglais qu'on entend, qu'on pratique, qu'on utilise. Ce sont les plus répandus. Donc pour cette raison, je vais garder des anglicismes. Alors la première petite consigne avant de démarrer, enfin quelques consignes. La première, c'est de bien vouloir préparer votre zone de chat. Dans Teams, il y a un petit picto avec une petite bulle. Si vous pouvez juste l'activer parce que je vais vous poser quelquefois quelques petites questions, histoire d'avoir un peu d'interaction. Ça sera plus sympa. L'autre chose, si vous êtes OK, c'est d'allumer votre webcam parce que de mon côté, j'ai le mur d'image et c'est quand même plus sympa d'avoir des visages que d'avoir des initiales ou des avatars. Voilà, donc si vous le souhaitez, vous pouvez allumer vos webcams. Ensuite, en termes de consignes toujours, on est très timeboxé. Donc ce que je vous propose de faire pour cette session d'aujourd'hui, c'est de noter vos questions et puis on y répondra dans les 10 dernières minutes. Également, Cédric, de son côté, va prendre dans le chat toutes vos questions, donc n'hésitez pas à lâcher vos questions dans le chat. Et comme ça, Cédric, à la fin, pourra faire un petit condensé des questions qui arrivent le plus souvent. Et donc, Q&R dans les 10 dernières minutes de la session. N'hésitez pas non plus à nous communiquer votre adresse mail professionnelle, voire personnelle, pourquoi pas, dans le chat. Nous vous enverrons les supports de cette présentation à la fin, dans la journée ou demain, de cette session et vous aurez aussi un petit cadeau surprise pour ceux qui le souhaitent. Donc n'hésitez pas à lâcher votre adresse mail si jamais vous n'étiez pas inscrit préalablement sur la plateforme LinkedIn. Encore une petite chose, donc cette session sera disponible en replay, mais pas tout de suite. Elle sera disponible seulement dans 2 semaines. C'est un choix délibéré parce qu'on veut favoriser le présentiel plutôt que le replay. Donc voilà, c'est notre intention de vous envoyer l'information sur le replay d'ici 2 semaines. Voilà, et bien du coup, démarrons par vraiment ce qui vous intéresse le plus aujourd'hui. Donc on va regarder Scrum, c'est quoi? Alors, première chose, cette illustration, elle représente une partie du domaine de l'agilité, avec aujourd'hui les pratiques les plus répandues. Parmi elles, pendant les 60 minutes qui nous restent, 55 maintenant, on va zoomer donc sur le framework Scrum qui existe depuis 1995. Donc déjà, avec cette première information, on a 2 choses à retenir. D'abord, Scrum, c'est pas nouveau, c'est pas arrivé il y a 5 ans, il y a 10 ans, c'est arrivé déjà il y a très longtemps, bien avant même le manifeste agile. La deuxième information, j'ai utilisé le mot framework parce que oui, Scrum n'est pas une méthode, mais c'est un framework. Alors après, je vais vous expliquer un peu ce qui se trouve à l'intérieur. Scrum est fondé sur l'empirisme et sur la pensée Lean. Donc qu'est-ce que c'est que l'empirisme? Eh bien, c'est l'idée que la connaissance provient de l'expérience et que la prise de décision s'appuie sur l'observation d'éléments factuels. Donc l'objectif avec ça, c'est de lutter contre les avis, les opinions, de se dire on va faire des choses parce que je crois que c'est, ou je suis sûr que c'est ça qui est attendu, je suis sûr que c'est ça qui est intéressant, qui est bénéfique. L'autre terme derrière, c'est Lean. Alors en simplifiant à l'extrême, Lean, je pourrais dire que c'est tout simplement la volonté de réduire toute forme de gaspillage. Alors Scrum aussi, c'est un framework qui a pour objectif d'être itératif et incrémental, on va le détailler tout à l'heure. Et c'est aussi un framework qui est applicable à tout type de produits, pas seulement à des produits software. Évidemment, dans le produit software, ça fonctionne bien, c'est éprouvé, mais il y a aussi d'autres contextes d'utilisation. Alors, le but de ce framework,
eh bien, on pourrait le réduire à 3 choses principales. C'est livrer régulièrement de la valeur à vos utilisateurs, lutter contre l'effet tunnel, on fait un projet et puis on se donne rendez-vous dans 6 mois, dans 9 mois, dans un an. Donc c'est de livrer très régulièrement de la valeur. Le deuxième objectif, c'est aussi d'optimiser la capacité à faire des plans, parce que ce n'est pas parce qu'on est empirique qu'on ne fait pas de plans, mais c'est parce qu'on est empirique qu'on va régulièrement adapter et ajuster nos plans. Et donc, tout ça, ça nous permet d'améliorer le contrôle des risques liés à l'implémentation d'un produit ou d'un projet. Alors, déjà, première chose à retenir pour vous, donc Scrum, c'est un framework, c'est un cadre de travail, ça n'est pas une méthode. Et en plus, le bénéfice ou l'avantage de Scrum, c'est qu'il est d'un côté très prescriptif sur le cadre, ce qu'il faut faire. Par contre, à l'intérieur du cadre, il est très peu prescriptif, il est plutôt très flexible, voire limite, il n'y a pas grand-chose de spécifié. Donc, sur le qu'est-ce qu'il faut faire, oui, sur comment il faut le faire, eh bien là, toutes les organisations, toutes les équipes ont suffisamment de latitude pour pouvoir s'organiser. Donc, comme il y a beaucoup d'espace de liberté à l'intérieur du cadre, eh bien, parfois aussi, il y a beaucoup de mauvaises interprétations possibles. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, on verra un petit peu les erreurs d'implémentation typiques. Alors, toujours comment ça fonctionne. Dans le chat, je voudrais que vous me disiez juste en quelques secondes, c'est quoi le premier mot que vous associez au framework Scrum. En quelques secondes, vraiment. Ok, alors nous allons rentrer dans le cadre à proprement parler. Scrum, déjà pour commencer, s'appuie sur ce qu'on appelle 3 piliers. Dans ces 3 piliers, nous avons la transparence, l'inspection et l'adaptation. Alors la transparence, ça veut dire que tout ce qui va être produit par l'équipe qui implémente le framework Scrum sera partagé, sera accessible en toute transparence. Voilà, c'est très simple. L'inspection et l'adaptation, ce sont 2 principes qui vont ensemble. À fréquence très régulière, on va observer 2 choses. Le produit qu'on est en train de fabriquer par petites étapes, et on va aussi observer comment est-ce qu'on fabrique ce produit. Et donc, on va adapter notre manière de faire pour que le fonctionnement soit plus optimal, et on va aussi ajuster en permanence la ligne, le chemin qui va nous permettre de construire le produit brique après brique, un peu comme un Lego. Au-dessus de ces 3 piliers, on va retrouver 5 valeurs que je ne vais pas détailler outre mesure. On a le courage, c'est tout simplement dire les choses, avoir le courage de dire quand ça va et aussi quand ça ne va pas, de ne pas être dans le modèle des indicateurs PASTEC par exemple, mais de vraiment vouloir en sortir. Le focus, donc là on va essayer de lutter le plus possible contre le multitasking parce que le multitasking, c'est très consommateur, c'est très énergivore et c'est très peu productif. Le commitment, donc en français, l'engagement. À chaque fois qu'on va faire des choses, on veut des personnes qui soient engagées dans ce qu'elles font, c'est-à-dire qu'elles vont dire, voilà, moi j'y crois, je pense que pour telle période, on va réussir à faire telle et telle chose, par exemple. Le respect et l'ouverture d'esprit vont ensemble aussi avec le courage. Ça veut dire que si on doit dire les choses telles qu'elles sont, il faut qu'on soit aussi en capacité de les entendre, de les écouter. Toutes les paroles sont intéressantes, il n'y a pas de jugement a priori. Donc on est ouvert d'esprit et dans le respect des idées émises par chacun. Alors pour vous présenter ce framework, il va y avoir 3 couleurs principales sur le board, sur la présentation. La couleur verte va refléter les différents rôles qui existent dans Scrum. La couleur jaune va refléter ce qu'on appelle les artefacts. Et la couleur rouge, les événements ou les events en anglais. Dans les versions précédentes, Scrum parlait de cérémonie, c'est la même chose. Alors on va démarrer par la première chose qui est un product owner, donc qui est un rôle. Et le rôle du product owner, c'est de maximiser la valeur du produit. Et à ce titre, toute l'organisation doit respecter les décisions du product owner. Du coup, le product owner, il va travailler en collaboration étroite avec les parties prenantes du projet, donc les stakeholders. Donc ça peut être les clients finaux, ça peut être des end-users intermédiaires, ça peut être les sponsors du projet, ça peut être les lignes de management à l'intérieur de l'organisation. Tout le monde a son mot à dire sur le déroulement d'un projet. Le but du product owner, c'est d'écouter tout ça et d'écouter toutes les idées qui émanent par ces différentes personnes. Et à partir du moment où il est en écoute, il va collecter tous les besoins et tous les problèmes. Et il va mettre tout ça dans ce qu'on appelle un product backlog. Donc c'est le premier artefact sur cette présentation. Le product backlog, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une liste ordonnée et émergente de ce qui est nécessaire pour faire le produit et ensuite pour améliorer le produit. Eh bien oui, parce que le produit,
À partir du moment où vous le mettez sur le marché, à un moment donné, il va falloir l'améliorer régulièrement jusqu'au jour où il sera retiré du marché. Et donc ce backlog, ça sert à la fois à le construire et ça sert aussi à le maintenir. Alors associé à ce product backlog, eh bien, il y a également une chose qui s'appelle le product goal, qui est nouveau dans la version 2020 du Scrum Guide. Ça n'existait pas avant. Et le product goal, c'est quoi? C'est ni plus ni moins une description de l'état futur du produit. Donc, c'est très important d'avoir cette information qui soit spécifiée, qui soit transparente, qui soit affichée, qui soit documentée. Parce que toutes les idées qui viennent au-dessus des stakeholders, des parties prenantes, et qui ne sont pas en lien avec le product goal ou qui ne contribuent pas à atteindre le product goal, eh bien, vont aller à la poubelle. Et là, c'est le premier super pouvoir du product owner, de tout product owner qui se respecte, c'est de ne pas dire oui à toutes les demandes qui arrivent, mais c'est d'en mettre une partie à la poubelle parce que ça n'intéresse pas dans le cadre du projet. Très bien. Alors, une fois qu'on a fait cette partie-là, eh bien, la première étape, ça va être de réfléchir à qu'est-ce que l'équipe va réaliser en premier. Eh bien, pour ça, elle va regarder le haut du product backlog. Rappelez-vous, il est ordonné. Donc, les tickets, les items, plus précisément, qui sont placés en haut, vont être inspectés par l'ensemble de l'équipe. Là, on a un deuxième rôle qui apparaît, qui s'appelle, enfin, deuxième rôle plutôt là, c'est toute la Scrum Team en entier, pardon. Et donc, toute l'équipe va se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on va réaliser dans la prochaine période. Et c'est la décision de l'équipe de choisir les items qui seront réalisés. Ça, c'est aussi une chose importante. Elle va réfléchir à le quoi, qu'est-ce qu'on va faire. Elle va aussi réfléchir à comment est-ce qu'on va le faire. Et c'est aussi une nouveauté dans la version 2020. L'équipe va aussi réfléchir à pourquoi c'est important de le faire maintenant. Le sprint, il a une durée... Oups, j'allais oublier, le sprint goal. Le sprint goal, eh bien, c'est tout simplement quelque chose qui va spécifier, expliciter le résultat qu'on aura obtenu à la fin de la première itération. Donc, c'est quoi l'objectif? On a un goal à petite échelle avec la première livraison de choses qui sera à terminer à la fin de la période. Et puis, on a un objectif à très, très grande échelle qui décrit le résultat du produit tel qu'il sera fini à la fin. À partir de là, eh bien, il y a un sprint qui va démarrer. Donc, c'est juste une période, un événement qui va durer maximum 1 mois et pendant laquelle toutes les idées qui ont été émises ici à ce premier niveau et qui auront été spécifiées et acceptées dans le sprint backlog, toutes ces idées seront tout simplement réalisées pendant la durée du sprint. Alors, on a parlé d'inspection et d'adaptation. Eh bien, tous les jours, il va y avoir ce qu'on appelle un Daily Scrum Meeting qui va rassembler l'équipe Scrum et qui va observer, qui va discuter pendant une durée maximum de 15 minutes de où en est la progression, où en sommes-nous en termes de progression par rapport à l'objectif du sprint goal. Ça n'a pas d'autre ambition que ça, c'est un statut qui va juste informer sur nous sommes en retard, nous sommes en avance, où tout se passe bien, et qui est aussi un moment pour interpeller ou alerter si jamais il y a des problèmes qui sont rencontrés, parce que s'il y a des problèmes ou des difficultés, eh bien du coup on va pouvoir adapter les plans et potentiellement aussi adapter le sprint backlog en conséquence. Voilà. L'objectif, c'est pas de résoudre les problèmes, c'est de faire un statut. On arrive à la fin de la période, donc de 1 mois maximum par exemple. Il n'y a pas de durée minimum définie dans le Scrum Guide. Vous pouvez parfaitement imaginer des sprints qui durent une journée. Ça peut être utile dans certains contextes. Et quand on arrive à la fin de la période, le dernier jour, il y a un événement où on va rassembler de nouveau toute l'équipe de réalisation et on va inviter également les parties prenantes. Alors peut-être pas toutes, mais au moins celles qui sont intéressées par le premier incrément qui aura été livré, tout simplement pour leur présenter ce qui a été fait, pour leur expliquer comment ça a été fait. Après, si c'est des gens qui ne sont pas techniciens, on ne va pas rentrer dans les détails techniques, mais simplement expliquer les difficultés qui ont été rencontrées et surtout de collecter leur feedback pour s'assurer que l'équipe est dans la bonne trajectoire et dans la bonne direction. Alors, vous notez ici un terme intéressant, c'est un Valuable and Usable Increment. Ça aussi, c'est une petite adaptation qui vient du Scrum Guide de 2020. Avant, il était releasable ou shippable. Il est devenu usable. Alors, ça, c'est un petit détail, mais qui peut avoir son importance. Moi, je le traduis à titre personnel comme c'est peut-être pas des choses qui vont être tout de suite en production le lendemain de la présentation de cette review. Ça peut être dans un état avant la production.
peu importe. En fait, là, c'est vraiment la liberté de l'équipe de choisir en fait qu'est-ce qui va se passer ici pendant cet événement. Donc, objectif, collecter du feedback, et c'est à ce moment-là aussi que le product owner va expliquer pour le sprint suivant, notre intention, c'est de faire tel et tel et tel item dans le backlog. Comme ça permet encore de contrôler que tout le monde est sur la bonne trajectoire. Alors, évidemment, pour pouvoir présenter des choses, il y a un petit critère ici qui s'appelle le definition of done. Donc, le definition of done, c'est un commitment aussi. C'est un concept qui est apparu, alors pas le definition of done, mais le concept de commitment est apparu avec le Scrum Guide 2020. Et donc, c'est un outil qui permet très simplement de valider ce qui est c'est une espèce de checklist qui permet au product owner de dire « Ok, j'accepte cet item, il est conforme à ce qui était prévu au départ ». Et puis enfin, nous avons la rétrospective. Donc là, c'est encore une fois une phase d'inspection et d'adaptation. Sauf que cette fois, c'est uniquement l'équipe et que l'équipe. Donc pendant cette rétrospective, il n'y a pas de manager, il n'y a pas de client, il n'y a pas d'utilisateur. C'est que les gens qui ont contribué à la réalisation. Donc le product owner, le Scrum Master et l'équipe de réalisation. Et là, c'est regarder comment est-ce qu'on a fonctionné pendant le sprint et trouver des axes d'amélioration pour le prochain sprint. Et évidemment, les axes d'amélioration pour le prochain sprint, ils vont se décliner en actions. Et ces actions vont aussi se retrouver dans le product backlog. Puisque, on l'a dit avant, il faut construire un produit, mais il faut aussi le maintenir. Et pour le maintenir, eh bien, il y a des choses ici qui vont à la fois refléter les futures évolutions, mais aussi les objectifs de maintenance et de correction, et aussi les points d'amélioration pour le fonctionnement. Et puis enfin, on a la dernière brique au système qui s'appelle le Backlog Refinement. En français, c'est l'affinage, que j'entends assez souvent dans les organisations. Donc là, l'objectif, c'est tout simplement de laisser du temps à l'équipe, ici, pour pouvoir préparer le sprint plus 1, voire le sprint plus 2 dans le futur. Donc ils vont partager avec le product owner, ils vont partager le contenu du backlog, les prochains items qui devront être traités. Le but, c'est que le plus possible, l'équipe de réalisation ait connaissance des items dans le backlog pour que le jour où on doit les réaliser, tout soit le plus clair possible. Alors, donc, dans Scrum, je viens de vous dire, il y a 3 rôles et il n'y en a que 3. Donc, dans Scrum, il n'y a pas de notion de chef de projet, de tech lead, d'autres choses encore exotiques. Ça ne veut pas dire que ces rôles n'existent pas dans votre organisation. Ou des PMO par exemple, bien sûr, on a besoin de ces rôles, sauf que ce n'est pas des rôles qui sont dans l'équipe Scrum, tout simplement. Alors, parcourons un petit peu ces différents rôles. Nous avons tout d'abord le Product Owner, et on pourrait, en version anglaise, dire qu'il est responsable de faire le build the right thing. Autrement dit, il a la responsabilité de choisir quoi faire et pour qui. Et ça s'arrête à ça. Et c'est déjà beaucoup de travail. Ensuite, on a l'autre rôle qui s'appelle Developers et qui est encore une fois une évolution du Scrum Guide de 2020. Avant, ça s'appelait Development Team et ils ont changé le nom. Et l'objectif des développeurs, c'est de se charger de faire le quoi qui a été décidé par le Product Owner. C'est de décider de comment on va le faire également. Alors pourquoi est-ce qu'il y a eu un changement de nom? C'est parce qu'avant, c'était donc Development Team et ça pouvait laisser penser qu'il y avait une espèce de hiérarchie entre le Product Owner et les développeurs. Et donc, en supprimant le terme Development Team et en le remplaçant par développeur, reflète vraiment cette idée, cette ambition de dire il n'y a pas de hiérarchie à l'intérieur de l'équipe Scrum. C'est une seule et unique équipe. Et puis enfin, donc on a le rôle de Scrum Master qui a pour objectif, lui, en simplifiant, on pourrait dire build it fast, mais qui en réalité est un peu plus que ça. Ça va être aider à faire, et surtout aussi d'être attentif à la performance. Le Scrum Master est là pour faciliter les différents événements, mais pas que, et on va le voir un petit peu plus en détail après. Donc voilà, 3 rôles, et uniquement 3 rôles. Celui qui est en charge de quoi faire, l'équipe qui est en charge de faire le quoi et de décider comment on va le faire, et puis le rôle de Scrum Master qui est en charge d'aider à faire pour le mieux en ayant un œil sur la performance. Alors ça, c'est pour ceux qui sont intéressés de recevoir la présentation, vous pourrez juste découper cette petite page, voilà, et laisser sur votre mur. C'est un petit récapitulatif.
Dans le détail du product owner, donc son rôle, on va dire, il y a trois choses. C'est maximiser la valeur du produit. Alors ça, très simplement, ça va se décliner en décider des priorités. Il y a plein d'outils qui sont disponibles qui permettent d'être au clair avec les priorités. Donc, quelles sont les priorités attendues par l'ensemble de mes stakeholders? Et ensuite, maximiser la valeur du produit, ça va être de s'efforcer de livrer par incréments successifs pour réduire les risques. Alors pourquoi est-ce qu'on dit que l'incrément successif va réduire le risque? C'est pour lutter contre l'effet de tunnel et tout simplement c'est pour proposer à la fin de chaque sprint quelque chose à présenter à des stakeholders pour contrôler qu'on est sur la bonne route, sur la bonne trajectoire versus à la fin du projet quand tout est fini. Le backlog, c'est son deuxième rôle, c'est gérer efficacement le backlog. Donc là, ça va être priorisé par la valeur, donc qui va être le sous-jacent de la priorité, quelque part. Et il va devoir ajuster son backlog au fil des découvertes, des apprentissages, des problèmes, des succès, etc. etc. Le backlog, c'est un être vivant, ce n'est pas un plan qu'on construit au départ et puis ensuite on l'oublie. C'est quelque chose qu'on va ajuster en permanence, en temps réel. Et puis, le troisième rôle très important du product owner, c'est de communiquer très régulièrement sur l'avancement du produit. Alors, c'est de la communication à l'intérieur de l'équipe, il va repartager régulièrement son backlog, expliquer les changements de plan, les changements de priorité, les nouvelles spécifications. Et puis, c'est aussi la part importante du rôle du product owner, c'est de communiquer aux parties prenantes, donc extérieures à l'équipe, les utilisateurs, les clients, les intermédiaires, les lignes de management, etc., etc. Un product owner qui est de nature un petit peu timide, ça risque d'être un rôle un petit peu compliqué à gérer pour lui. Ensuite, nous avons du coup le rôle développeur. Alors là, vous avez quelques exemples. Il faut bien comprendre le rôle développeur au sens, là, il faut faire une traduction française, c'est tous ceux qui vont contribuer au développement du produit. Il ne faut pas s'arrêter juste au sens développeur, au sens codeur, c'est pas ça. Donc, tout type de profil qui a une expertise à apporter dans l'équipe est la bienvenue. On va chercher à construire des équipes polyvalentes, cross-fonctionnelles, parfois on peut entendre ce terme. Donc, on va avoir des experts en code, mais pas que. On peut avoir des experts dans le domaine du testing, dans l'analyse business, dans le UX design, et peut-être aussi, pourquoi pas, si c'est possible, de faire intégrer dans cette équipe des ops. Alors, le rôle des développeurs, c'est livrer des incréments de qualité. L'excellence technique n'est pas un axe de discussion, l'excellence technique est obligatoire, on le verra juste après. Le rôle aussi des développeurs, c'est d'être force de proposition. Souvenez-vous, on attend du courage, de l'ouverture d'esprit, ce genre de choses. On cherche à ce que les développeurs soient investis et proposent des solutions adaptées pour résoudre à la fois les nouveaux besoins qui émergent, pour pouvoir les livrer, mais aussi pour pouvoir traiter la dette technique, parce que d'une manière ou d'une autre, vous allez en générer, à chaque fois que vous ajoutez une couche au millefeuille, vous générez potentiellement de la dette technique. Donc il faut aussi avoir ce sujet-là dans le radar. Ensuite, c'est s'engager à livrer en tout ou partie utile d'un incrément à la fin du sprint. Adapter les plans chaque jour s'il le faut, c'est pour ça qu'il y a des daily sprints, c'est pour pouvoir faire les ajustements nécessaires. Et puis enfin, on arrive au Scrum Master. Alors le Scrum Master, il est au service de l'équipe, il est au service du Product Owner, il est au service de l'organisation, et c'est souvent le troisième pilier, moi ce que j'observe, qui est un petit peu manquant la plupart du temps quand je discute avec des Scrum Masters. Ils sont très au service de l'équipe et des Product Owners, et parfois un peu moins au service de l'organisation. Et c'est pour ça que le Scrum Master, c'est un agent du changement. Alors son rôle, c'est d'expliquer, de partager, d'évangéliser, de guider l'équipe vers l'autogestion, parce que oui, l'équipe est co-localisée, l'équipe est cross-fonctionnelle, et elle est self-organized ou self-manage, pour reprendre la dernière terminologie. Et donc plus on explique, plus on partage, plus on évangélise, et bien plus l'équipe va pouvoir devenir autonome. Ensuite, le rôle du Scrum Master, c'est d'ancrer et de veiller aux bonnes pratiques. Et ça, c'est pas pour rien, c'est parce qu'on cherche... rappelez-vous, on cherche à améliorer la performance. Et au plus, vous allez ancrer les bonnes pratiques, au plus la performance sera au rendez-vous. Le rôle du Scrum Master aussi, c'est d'observer les points de blocage potentiels, les obstacles qui arrivent, pour pouvoir essayer de les déminer au plus tôt, pour pouvoir tacler les problèmes quand ils apparaissent. L'objectif, là, c'est de pouvoir protéger l'équipe le plus possible des perturbations externes. Et enfin, dernier axe de son rôle, c'est de préparer, bien sûr, et de faciliter tous les événements, donc les rétrospectives, les reviews, les daily, les sessions d'affinage. Et à ce titre, il doit parfaitement maîtriser tous les outils.
Au passage, un Scrum Master qui connaît, je vous rappelle aussi la traduction de Scrum Master, hein, c'est de maître de Scrum en français, il ne faut pas l'oublier. Et donc le Scrum Master, il doit être en capacité, le fameux schéma que je vous ai présenté juste avant, il doit être en capacité de le faire à main levée, de l'expliquer à n'importe qui en 5 minutes, en 20 minutes ou en 1 heure, peu importe. Il doit connaître ça vraiment parfaitement sur le bout des doigts. Alors, les principales erreurs, dans le chat, s'il vous plaît, écrivez-moi la pire chose que vous avez peut-être pu observer ou vécu dans une équipe Scrum. Alors peut-être c'était la vôtre ou peut-être c'était une équipe que vous avez regardée de loin. Même chose, en quelques secondes, en quelques mots dans le chat, s'il vous plaît, interagissez, c'est important. Et puis on va parler des erreurs principalement constatées. Alors, il y en a qui ont essayé. Alors, la première erreur, c'est Scrumbot. Scrumbot, c'est quoi? C'est simplement refuser de faire certains événements en se disant que dans notre contexte, on n'en a pas besoin. Donc, chez nous, on n'a pas besoin de faire la rétrospective. Chez nous, on n'a pas besoin de faire la review. Chez nous, les affinages, bof, voilà. Donc ça, c'est première erreur d'implémentation. Si le framework propose cette structuration-là, s'il y a ce cadre-là, c'est pas pour rien. Première erreur d'implémentation typique, refuser ne pas vouloir faire certaines choses. Deuxième erreur classique, les rôles tournants. Donc cette semaine, c'est Jean-Michel qui sera Scrum Master, et puis la semaine suivante, ce sera Michael. Non, ça ne fonctionne pas. Vous devez avoir des rôles fixes. Ça n'empêche pas que le Scrum Master puisse être aussi un codeur ou un business analyst. Ça peut arriver dans certaines organisations. D'ailleurs, le Scrum Guide le dit, ça peut le faire. Mais par contre, il n'y a pas de rôle tournant. Dans tous les cas, ce n'est pas comme ça, la bonne franquette, en fonction du contexte, on choisit. L'autre erreur d'implémentation, c'est des équipes non stables. L'idée ici, c'est de dire que pendant la durée d'un sprint, on ne touche pas à la composition de l'équipe. Vraiment important, même sur plusieurs sprints idéalement. Après, on sait bien qu'il y a des entrées, des sorties, c'est parfois incontournable, mais on va essayer vraiment de limiter le plus possible l'instabilité, pour une raison très très simple, c'est qu'à chaque fois qu'on fait un changement dans une équipe, la performance se dégrade. Ça, c'est le premier aspect. Et le deuxième aspect, c'est que ça empêche de faire des projections, ça empêche de faire des plans, puisqu'à chaque fois, la capacité de livraison de l'équipe change, puisqu'on ajoute ou on retire une personne. Ça change sa capacité, sa capacité à délivrer, et donc ça perturbe les plans qui ont été faits initialement. Les sprints, zéro changement autorisé, donc là c'est un peu le contraire, c'est des personnes qui vont être en posture, tout ce qui était prévu, ça doit absolument être fait, et on va sortir le fouet, et si c'est pas fait, ça va pas. Et non, il est important de pouvoir changer, faire des ajustements du plan pendant le sprint, c'est tout à fait permis, c'est tout à fait autorisé. Le seul objectif qu'il faut garder en tête, c'est tout changement doit contribuer au résultat du sprint goal, c'est vraiment important. Alors ensuite, on a des mélanges de rôles, le Scrum Owner, le Scrum Master Project Owner, enfin plein de choses comme ça qu'on découvre parfois. Non, chacun a son rôle, bien défini comme expliqué précisément et juste avant. Si vous allez voir votre mécanicien le matin et que l'après-midi, vous le retrouvez, enfin en soirée, vous le retrouvez et c'est aussi votre dentiste, vous aurez peut-être des doutes sur ses capacités à réparer autant vos dents que votre voiture. Et en plus, ça risque d'être très compliqué dans son agenda. Donc voilà, pas de mélange des rôles, c'est pas une bonne idée. L'autre piège à éviter, c'est le daily journalier qui se transforme en session de reporting avec des managers pour expliquer la situation d'avancement. Non, le daily, c'est un statut qui est destiné à l'équipe et qui a pour objectif de pouvoir conduire tous les changements nécessaires si c'est requis parce qu'il y a des problèmes qui sont remontés. On est en modèle empirique, donc on apprend au fil de l'eau. Ce n'est pas du reporting à destination de qui que ce soit. Les sprints qui durent plus d'un mois, non, du coup, c'est plus des sprints, ça n'a plus de saveur, ça n'a plus d'intérêt. Donc, non, voilà, c'est pour ça que le framework est très clair, c'est 1 mois maximum. On a ensuite une autre déviation qui est le proxy PO. Alors ça, c'est typiquement quand le product owner n'est pas disponible, il est trop occupé, trop surchargé, et donc on dit, voilà, il va y avoir un proxy PO. Alors, dans l'absolu, c'est encore envisageable, mais il faut vraiment que ce soit très clair que le PO délègue toutes ces décisions à la personne qui va le représenter. Si c'est juste quelqu'un qui est là pour participer aux events, mais qui ne prend aucune décision, non, ça ne fonctionnera pas et ça va être plus un très gros frein qu'un apport intéressant dans le fonctionnement de l'équipe.
L'autre variante, c'est le PO qui est furtif, donc il veut absolument avoir ce rôle. Par contre, il est jamais saisissable, il est toujours en retard, il est très peu joignable, donc très mauvaise idée. Il faut que le PO il soit là, et n'oubliez pas, il faut qu'il soit là aussi pour communiquer à l'intérieur de l'équipe et aussi pour communiquer à l'extérieur. Donc il ne peut pas être furtif, ça ne marche pas, il va y avoir un problème. Voilà, il y en a qui ont essayé. Et puis, encore un piège, c'est les sprints à durée non fixe. Donc, un sprint à 2 semaines, et puis celui suivant à 4 semaines, et puis celui d'après, on va retourner à 2 semaines. Alors, c'est pas l'idéal, c'est vraiment pas quelque chose qu'on va préconiser, parce qu'encore une fois, ça va perturber les capacités de projection de l'équipe. Si à chaque fois, on a une équipe qui change avec une durée qui change, ça va être impossible de faire des prédictions, de faire des projections, et c'est exactement ça qu'on cherche à faire en implémentant le framework Scrum. Donc, à éviter le plus possible. Autre chose à ne pas faire, alors là c'est plutôt adressé à des managers, on ne compare pas la vélocité entre les équipes, donc la vélocité c'est un indicateur que je vais présenter juste après. On ne compare pas la vélocité parce que c'est pas fait pour ça. La vélocité est spécifique à chaque équipe et en plus c'est très facile pour une équipe de cheater sa vélocité moyenne, c'est vraiment pas compliqué, donc ça n'a aucun intérêt. C'est vraiment un outil qui est destiné à l'équipe et pour l'équipe. Et puis enfin, le dernier piège, je parle de vélocité, c'est l'absence totale d'indicateurs. Une équipe Scrum qui n'a pas à minima quelques indicateurs, ça ne va pas l'aider à savoir si elle est, je parlais tout à l'heure, sur la bonne route, sur le bon chemin. Alors ça, c'est par rapport à ce qui est livré, mais il y a aussi la bonne route et le bon chemin par rapport aux contraintes de temps et de budget. Voilà, alors du coup, je vous ai parlé un petit peu des indicateurs. Là, je serais intéressé, encore une fois, dans le chat, en quelques mots, peut-être un seul mot, dites-moi quel indicateur vous utilisez dans votre contexte pour évaluer la progression de votre projet. Ça peut être indicateur Scrum ou pas Scrum, peu importe. OK. Alors, je vous en propose ici 3 qui sont vraiment les 3 indicateurs ultra basiques qu'on va retrouver dans le cadre d'équipes qui travaillent avec Scrum. À noter que ces indicateurs ne sont pas du tout explicitement décrits dans le Scrum Guide. Il y a une petite référence, il y a des références sur ces termes-là, mais il n'y a pas de description. Ce sont 3 indicateurs les plus fréquemment utilisés. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres qui sont plus adaptés dans votre contexte. Le premier, c'est donc la vélocité, et pour faire simple, c'est juste un indicateur qui sert à mesurer le rythme de croisière d'une équipe. Vous avez une illustration, ici, c'est 45. Alors, qu'est-ce que ça veut dire 45? Eh bien, c'est une valeur qui est totalement abstraite. Donc, ce ne sont pas des jours hommes, ce sont pas, voilà, c'est une valeur abstraite. Et l'objectif, c'est que semaine après semaine, l'équipe, semaine après semaine et sprint après sprint, que l'équipe observe la vélocité moyenne et pour ajuster en permanence cette moyenne. L'idée, c'est de dire que pour les sprints du passé, la vélocité était de 45. Et bien, pour le prochain sprint, il n'y a pas de raison qu'on fasse beaucoup mieux. On va être aux alentours de 45. Donc, ça permet d'aider l'équipe à identifier ce qui peut rentrer au moment du sprint planning, ce qui peut rentrer et ce qui ne peut pas rentrer dans le sprint backlog. Le deuxième indicateur, c'est un burn down. Donc, un burn down, c'est un indicateur qui sert à estimer quand l'équipe finira en fonction de son rythme de croisière. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir le rythme de croisière qui soit connu. Donc là, par exemple, on a un certain nombre de points sur le petit graphique et il y a 2 lignes intéressantes. Il y a la ligne verte en pointillé qui représente le monde idéal, donc qui est juste une suite mathématique. Donc on a un ensemble de choses à réaliser et ces choses à réaliser font un total de points. C'est les mêmes points ici que pour la vélocité, ça représente un certain nombre de points. Et bien, si l'équipe a une certaine vélocité, cette ligne va descendre et donc ça nous emmène à telle période. Et puis la ligne bleue, c'est la réalité. Et là, ce qu'on voit sur cette illustration-là, qu'il y a eu une poignée de jours où l'équipe était un petit peu en difficulté. Et puis sur la fin, ça s'est amélioré finalement. Certainement qu'il y avait un problème un peu bloquant qui a ralenti un peu le système. Et puis dans les derniers jours ici, le problème a été débloqué et boum, il y a plein de choses qui se sont libérées. Donc l'idée, c'est d'avoir ces 2 lignes-là et de comparer en permanence entre la réalité et la pente idéale pour voir si on n'est pas en train de trop s'éloigner de la pente idéale. Et dans tous les cas, si c'est le cas, c'est un très bon outil pour le Product Owner, pour l'équipe et pour le Scrum Master pour remonter des alertes tangibles et précises. Et puis enfin, on a le burn-up. On va s'appuyer exactement sur les mêmes données. Et ça peut venir d'un simple tableau Excel. Il n'y a pas besoin d'avoir des produits super sophistiqués. Un produit Excel suffit. Il y a plein d'exemples qui traînent sur Google. Vous pouvez googler ça très facilement.
Le burn-up, eh bien, c'est une approche un petit peu différente puisque là, la courbe est montante. Et là, on va essayer plutôt d'estimer ce que l'équipe finira en fonction de son rythme de croisière. Et ça permet aussi, la ligne bleue, là, elle est intéressante parce qu'on va tracer les évolutions du backlog. Donc là, on peut voir que jusqu'à un certain point, eh bien, il n'y avait pas de nouveaux besoins et tout à coup, des nouveaux besoins sont émergés, qui ont été estimés et donc qui ont rajouté à la somme totale. Ça permet aussi à l'équipe de ne pas trop se décourager parce qu'on peut avoir le sentiment que cette pente montante est sans fin. Et du coup, en simplement mettant à côté eh bien, le total des points estimés au démarrage, ça permet de voir qu'il y a des variations dans le besoin. Donc forcément, il y a aussi des variations dans la capacité à monter sur la pente. Voilà pour les 3 indicateurs vraiment de base. N'oubliez pas qu'on est dans un modèle empirique et l'objectif de ces indicateurs, c'est d'utiliser la météo de hier, de la veille, les sprints du passé, pour être en capacité de faire des projections sur le futur. Voilà. Alors maintenant, on va parler de comment faire pour que ça marche. Alors dans le chat, dites-moi juste si vous avez déjà entendu parler du triangle de fer. Donc peut-être oui ou non, ou oui en théorie, ce genre de choses. Je vous laisse quelques secondes. Je crois que je n'ai pas de compte à rebours sur ce slide. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du triangle de fer? Alors, le triangle de fer, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le principe qui consiste à dire quand on démarre un projet ou un produit, on est contraint par le délai. On a une date de fin quand même, on n'est pas là pour faire les choses super bien pendant des années. On est contraint par le budget, parce que voilà, on est dans un monde où le budget est un critère fort, et on est contraint aussi par le périmètre. Alors, qu'est-ce qui se passe quand ces 3 axes-là sont verrouillés, c'est-à-dire qu'ils sont non négociables, c'est-à-dire que le délai est absolument fixé, on ne peut absolument pas le changer, que le budget est fortement contraint, on ne peut pas allouer davantage de budget, et quand le périmètre, on ne peut absolument pas le réduire, eh bien, c'est la qualité qui en dépeint. Et du coup, là, on va parler de quick and dirty, ce genre de choses, de dette technique à outrance. Et donc, on va faire du travail qui, dans les délais, dans le périmètre et dans le budget, sauf que la qualité ne sera pas au rendez-vous. Et ça, c'est mécanique. J'ai jamais vu une organisation qui était contrainte et qui faisait de la qualité. Je crois que c'est un truc, vraiment, c'est une réalité. Et du coup, l'objectif, en ayant ce framework, c'est de sortir du triangle de fer. Alors, je regarde juste mon chrono. De sortir du triangle de fer, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je vais accélérer un petit peu, ça veut dire ici qu'en fait, la qualité, c'est l'axe de négociation absolument non négociable. C'est ce que je vous ai dit en introduction. Et du coup, comme la qualité, on ne veut absolument pas ergoter, mégoter, négocier sur la qualité, il faut trouver quelque part un axe qui permette de déverrouiller le système. La plupart du temps, c'est le périmètre. Ça consiste à dire, eh bien, on va réduire notre périmètre parce que le product owner, son rôle, c'est de chercher la meilleure valeur possible. Et donc, dans tout ce qui doit être fait, la meilleure valeur possible, c'est peut-être simplement 30% ou 40% de la totalité du produit. Je ne vais pas vous raconter l'histoire de la loi de Pareto avec les études de Microsoft qui démontrent depuis des années qu'il y a 20% des fonctionnalités de Word et de PowerPoint qui sont utilisées et que 80% des fonctionnalités sont jamais utilisées, voire très rarement utilisées. Pourtant, tout Microsoft 365 est toujours relivré avec l'ensemble des fonctionnalités. Donc souvent, le plus simple, c'est d'agir sur le périmètre. Ceci étant dit, il peut y avoir des contextes où, du coup, c'est plutôt la date butoir qu'on va pouvoir négocier, la reculer. Et peut-être que dans certains contextes, on va pouvoir aussi déverrouiller le budget, ajouter un peu plus de budget, peut-être embaucher une personne de plus. Alors dans un cas d'urgence en mode pompier, c'est pas une bonne idée parce qu'une personne en plus, ça va juste ralentir l'équipe, ça va sûrement pas l'accélérer. Et vous savez très bien pourquoi, c'est parce qu'il va falloir qu'elle apprenne tout et ça va prendre du temps. Voilà, donc l'objectif c'est vraiment de sortir du triangle de fer. Alors un petit mot à côté, là c'est un espèce de petit tic-tac-toe, juste avec donc ces 3 axes, budget, périmètre et délai. Et donc en ligne, donc qu'est-ce que vous pouvez avoir, qu'est-ce que vous devez avoir et qu'est-ce que vous pourriez avoir. Donc l'idée, c'est de ne pas avoir les 3 croix sur la même ligne. Faites l'exercice chez vous avec vos projets. Si vous avez les 3 croix sur la même ligne, ça va être très compliqué d'avoir de la qualité. Et du coup, si vous voulez passer à Scrum, il va falloir réfléchir en amont à quel est l'axe de négociation. Voilà, donc pour déverrouiller un de ces axes, si vous êtes déjà engagé dans des projets, trouvez-vous des alliés pour en discuter. C'est vraiment quelque chose de simple. Plus il y a de personnes qui vont être d'accord avec vous, plus vous allez pouvoir faire du poids vis-à-vis de vos lignes de management si c'est nécessaire. Alors, comment faire pour que ça marche? Encore une petite fois, rapidement, dans le chat, dites-moi si vos managers sont plutôt coopérants ou plutôt réfractaires vis-à-vis de l'agilité.
Je vous laisse quelques petites secondes donc pour nous dire plutôt coopérant, plutôt réfractaire, comment ça se passe chez vous vis-à-vis de l'agilité. Alors, première chose, j'aime bien ce petit adage, dire fait rire, faire fait taire. N'essayez pas de convaincre a priori d'aller vers l'agilité à tout prix. Si vous êtes dans un contexte un peu hostile, ça risque de ne pas fonctionner du tout, vous allez juste cramer beaucoup d'efforts et beaucoup d'énergie. Essayez plutôt de négocier pour faire un test, une expérimentation. Expliquez que ce test, vous allez le faire sur une période courte, 2 mois, 3 mois, sur une seule équipe, pour réduire le risque. Essayez de trouver une équipe avec des gens qui ont plutôt de l'appétence et peut-être avec quelque chose à livrer qui ne soit pas super critique dans votre organisation. Et puis démarrer avec Scrum, mesurer, montrer les résultats obtenus, les succès, les freins, les échecs, expliquer comment vous avez réussi à franchir les obstacles. Et puis devenez vous-même aussi un acteur du changement, montrez l'exemple, démarrez vite et évitez de dévier le plus possible. Je vous ai expliqué juste avant les erreurs d'implémentation. Vraiment coller le plus possible au framework Scrum si vous voulez en tirer des bénéfices, surtout dans un délai relativement court. Et puis partagez du coup vos indicateurs factuels. Et puis vous avez aussi d'autres indicateurs qui sont des indicateurs plus de ressenti sur le mood de l'équipe, son état de motivation et ce genre de choses. Ce qui se passe souvent dans les premières semaines quand vous allez instancier Scrum et si vous le démarrez vraiment suivant le framework, la motivation, il va y avoir des petits signaux assez intéressants et puis le mood aussi, l'ambiance dans l'équipe doit s'améliorer assez rapidement. Deuxième conseil, ne restez pas seul. Trouvez des alliés dans votre organisation. Rejoignez des meet-up, comme celui-ci par exemple, il y en a d'autres, des communautés de pratique. Ça peut être aussi à l'intérieur de l'organisation. Essayez de voir des gens qui ont les mêmes sensibilités que vous. Discutez-en, cherchez les leviers de changement là où ils se trouvent. Formez-vous, bien sûr. Donc il y a plein de livres, il y a plein de choses intéressantes sur YouTube, des blogs, des podcasts. Et puis faites-vous aussi aider par des experts de l'agilité. Pourquoi à côté, je vous ai rajouté le modèle de Dreyfus. Le modèle de Dreyfus, ça montre que souvent, quand on démarre, on est novice. Et puis à un moment donné, pour arriver à un niveau expert, on a besoin d'un coach. J'étais à un autre meet-up il n'y a pas très longtemps avec une métaphore du coach sportif. Le speaker disait un truc qui était très très juste. Les grands sportifs, j'ai oublié le champion du monde de sprint là, j'ai plus son nom en tête, qui a gagné 9 titres. La première fois où il a gagné son premier titre, il n'a pas viré son coach le lendemain en disant c'est bon, je suis arrivé au bout. Il y a toujours besoin d'avoir quelqu'un pour vous aider dans la performance et dans l'amélioration. Alors, quels sont les bénéfices directs et indirects que vous pouvez en tirer? Eh bien, la première chose en termes de bénéfices directs et indirects, c'est que les vrais problèmes vont apparaître très rapidement. Ça, c'est l'effet magique de l'agilité et de Scrum. Tout à coup, on arrête de mettre les choses sous le tapis, les vrais problèmes émergent vraiment et frontalement. Deuxième bénéfice, ça va vous forcer à piloter par la valeur versus piloter par la capacité ou piloter par les budgets. Et donc, vous allez remettre vos clients et vos utilisateurs finaux au centre et non plus à la fin de l'équation. Et ça, c'est très important si votre ambition est de délivrer de la valeur et d'être focus sur vos clients. Vous allez avoir un retour progressif de la qualité dans ce qui est livré. Et j'insiste bien sur progressif, ce n'est pas à la fin du premier sprint que ça va s'améliorer. Vous allez aussi avoir un retour de la motivation et de la confiance, comme je disais juste avant, parce que tout à coup, les personnes dans l'équipe vont voir qu'il y a un nouveau cadre de travail qui se met en place, qui leur donne un espace de liberté pour pouvoir proposer des choses et pour pouvoir améliorer des choses. La communication, de manière générale, va s'améliorer parce qu'avec les différents events dans Sprint, eh bien, la communication, on en a besoin et on s'en sert, et c'est toute l'équipe ensemble. Il va y avoir de fait un alignement sur les priorités, puisque la valeur va être plus claire et on sait dans quel ordre traiter les choses. À l'image de briques de Lego, on sait dans quel ordre assembler les briques. Et bien du coup, c'est plus clair pour tout le monde aussi en termes de priorité, autant à l'intérieur de l'équipe qu'à l'extérieur de l'équipe d'ailleurs, puisque le PO va communiquer sur son plan. Et donc le reste du monde connaîtra les priorités de l'équipe. La réduction des délais aux yeux des utilisateurs, oui, vous allez livrer des choses et présenter des choses régulièrement. Donc, plutôt que d'attendre 9 mois dans le vide, toutes les 4 semaines maximum, on va leur montrer un petit quelque chose. Donc, pour eux, ça va être important aussi. L'amélioration progressive de la confiance dans les plans, puisque au fur et à mesure, vos indicateurs vont vous montrer, vont être de plus en plus fiables et vont vous montrer si vous êtes sur la bonne route. Je vais y arriver. Donc, vous allez construire tout doucement un cercle vertueux. Et ce cercle vertueux, à un moment donné, il va contribuer à l'amélioration de votre time to market. Voilà.
Alors, j'ai terminé pour l'instant sur cette présentation. Un petit mot pour vous dire que le prochain METESH sera le 30 mars. Cédric et moi, vous nous retrouvez sur LinkedIn. Il n'y a pas de problème particulier là-dessus. Je vous rappelle, si vous nous laissez vos informations, donc mail pro ou perso dans le chat, eh bien, on vous enverra non seulement le support de cette présentation, mais aussi un deuxième support qui va un peu plus dans les choses. Voilà, donc c'est une surprise, je ne vais pas trop dévoiler la surprise. Et puis maintenant, je laisse la parole un peu aussi à Cédric, normalement, qui a capté les questions. Et puis, du coup, je pense que le recording continue pendant que c'est Cédric qui reflète vos questions. Et puis, si jamais on doit durer un petit peu plus longtemps après, ceux qui veulent rester en ligne, on arrêtera le recording et puis on pourra échanger aussi. Merci Mathieu. Donc, effectivement, on a quelques questions, dont certaines auxquelles tu as déjà répondu, mais on peut repasser dessus. Donc, Stéphane nous demande, le Daily Scrum, c'est pas uniquement avec les développeurs? Alors, le Daily Scrum, c'est effectivement, ce sont les développeurs. Les développeurs peuvent inviter la product owner si c'est nécessaire. Elle n'est pas mandatory dans le Scrum, dans le guide Scrum, c'est pas mandatory en effet. Alors de mon côté, quand je démarre avec des équipes agiles, je demande à ce que le product owner soit là pendant le premier sprint ou le deuxième sprint, le plus présent possible, parce que ça permet de commencer à faire des ancrages. Et quand il y a des alertes qui sont remontées par l'équipe, surtout au démarrage, en général, il y a quand même beaucoup de questions et beaucoup d'interrogations avant que la mécanique se mette en place. Du coup, la PO a tout de suite l'information et derrière, elle peut aussi aller déminer des choses ou tacler certains problèmes. Et effectivement, il n'y a que l'équipe, enfin que le rôle développeur, les gens qui sont dans le rôle développeur qui contribuent au daily. D'autres personnes peuvent être là, mais normalement, c'est plutôt pour de l'observation. Ok, donc ensuite, quelqu'un qu'on connaît un petit peu, qui s'appelle Laurent Vincent, c'est un de nos collègues, faisait une remarque sur le terme de développeur, que maintenant on avait renommé le development team en développeur, et il disait que peut-être ça allait porter préjudice au fait que il n'y a pas que des codeurs dans l'équipe, qu'il y a aussi des BA, des designers, des testeurs. Alors, il faut comprendre, pour moi, je le traduis vraiment au sens de développer, construire. Donc, tout expert qui apporte de la valeur ajoutée dans une équipe, dont on cherche à ce qu'elle devienne autonome, auto-organisée et multifonctionnelle ou cross-fonctionnelle. Je pense que tout expert a sa valeur ajoutée dans une équipe. Je pense que l'idée, c'était vraiment de sortir de l'idée de hiérarchie avec l'ancien terme qui était développement team. Après, évidemment, pour les non-anglophones, ça peut prêter à confusion, on peut réduire à l'idée de codeur. Mais ce n'est pas l'ambition dans tous les cas, ce n'est pas le but. C'est vraiment le contraire, justement. Si je peux rajouter une petite chose, en général, moi, ce que je dis, c'est l'équipe doit être cross-fonctionnelle, c'est-à-dire ou multifonctionnelle, c'est-à-dire qu'elle doit avoir en son sein toutes les compétences pour atteindre ses objectifs. Donc, peu importe le type de compétences dont vous avez besoin, il faut que l'équipe puisse les avoir. Donc, ça veut dire soit intégrer quelqu'un à l'équipe qui a ces compétences, ou alors former des membres de l'équipe pour accéder à ces compétences. Alors, autre question de Marius. Quels sont les softwares les plus communément utilisés pour gérer le backlog? Vaste question. Alors moi, ceux que je croise le plus à Luxembourg, je crois que c'est à peu près 100% de ce que je croise à Luxembourg en contexte professionnel. Je pense que c'est Microsoft Azure et Atlassian Jira Software. Ouais, donc c'est Azure DevOps et Jira qui sont les deux gros leaders. Il y en a pléthore, hein, pour être honnête. C'est un vaste sujet. Alors il y a des gens qui ne jurent que par Jira, il y en a d'autres qui jurent que par Azure DevOps, il y en a d'autres qui jurent que par Version 1, il y en a d'autres qui jurent que par Asana, Trello, enfin il y en a beaucoup. Chacun avec des avantages et des inconvénients. Donc c'est en fonction de votre contexte et de qu'est-ce que vous voulez faire de ces outils qu'il faut se poser la question. Ils font tous, de toute façon, ils font tous la base de la base, hein. Donc prioriser des items, mettre en place des statuts, mettre en place des workflows en respectant les différents statuts, peut-être avec des contraintes. Ils savent tous le faire. Après, c'est plutôt des questions d'intégration avec votre écosystème existant. Ça peut être un trigger. Et l'autre trigger,
C'est probablement aussi le côté utilisabilité, je vais y arriver. Donc, puis après, c'est une question de goût, hein. Moi, je travaille avec des gens qui sont dans Jira, qui détestent Jira, d'autres qui travaillent avec Jira, qui adorent Jira. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de baguette magique, il n'y a pas d'outil magique. Et il y a des outils qui sont peut-être plus orientés vers des projets assez simples, on va dire, et dès qu'il y a un peu de complexité, il faut peut-être s'outiller un peu plus. Donc, dépendant de la nature de votre projet, vous pouvez choisir un outil ou un autre. Alors, prochaine question de Stéphane encore, qui demande de définir ce que c'est une DoD. De définir une DoD. Alors, une DoD, c'est une Definition of Done. Une Definition of Done, c'est... Alors moi, quand je l'explique, je l'explique que parfois en disant que c'est une espèce de checklist, comme les gens, les pilotes d'aviation, de transport en avion, donc le pilote et le copilote, avant le décollage, ils ont une checklist et ils s'assurent que tout est OK pour pouvoir décoller. Là, c'est la même chose. Est-ce que tout est OK avant de pouvoir présenter l'incrément à nos stakeholders? Et donc, cette checklist, elle est fabriquée par l'équipe, tout simplement. Alors, il peut y avoir aussi des contextes où c'est une definition of done qui est commune pour toute l'entreprise. Ça marche quand vous avez une entreprise qui fabrique un seul produit, avec plusieurs équipes qui contribuent au même produit. Et bien là, il est important, évidemment, que toutes les équipes aient la même checklist, la même definition of done. Quand vous êtes dans des grosses organisations avec plein de produits, et ben là, c'est des definition of done qui sont adaptées à chacun des produits. Une autre métaphore que j'utilise parfois, c'est de dire vous utilisez des critères d'acceptance pour valider les choses qui sont développées. Donc le critère d'acceptance, c'est quelque chose qui est à l'échelle d'un item ou d'une user story ou d'un bloc de user story qui constitue une feature. Vous avez des critères d'acceptance. Vous pouvez aussi imaginer que la definition of done, c'est les critères d'acceptance communs pour toutes les choses qui seront faites dans le futur. Voilà, c'est un espèce de dénominateur commun. Donc voyez-le soit comme une checklist, soit comme une liste de critères d'acceptance. Et ça peut être des éléments techniques, ça peut être des éléments fonctionnels, ça peut être des éléments de documentation, ça peut être des éléments de toute nature en fait, il n'y a pas vraiment de contraintes. Mais c'est construit par l'équipe et ou, en fonction des contextes, par l'organisation. Je ne sais pas si ça répond à la question. A priori oui, puisque Stéphane vient de mettre un thumb up, donc ça doit aller. Question suivante, nous avons encore 7 minutes, je pense, pour les questions. Donc, encore Stéphane, qui nous demande comment est calculée la vélocité. Ah. Alors, pendant les sessions d'affinage, les équipes vont faire une estimation de chacun des items qui est présenté par la product owner. Et c'est une estimation qui va intégrer plusieurs composantes. Ça va pouvoir intégrer le coût et l'effort en termes de développement. Ça va intégrer le coût et l'effort en termes de testing. Ça va intégrer le coût et l'effort en termes d'analyse business. Ça peut aussi intégrer le coût en termes de prototypage, maquettage à faire, peut-être plus sur les aspects UX, UI. Et donc chaque item est estimé de manière, chaque item est estimé de manière collaborative. Oui, c'est ça. Donc chacun va évaluer. Et ensuite, on va fixer une valeur globale, qui est une valeur abstraite et relative. Pour une raison super simple, on aurait pu faire l'exercice là, si je vous demande si je vous mets en face de vous une pomme, une banane et une grappe de raisin, et que je vous demande de me dire le poids de chaque fruit, vous allez tous vous planter, ça c'est sûr à 100%. Par contre, si je vous demande de me dire lequel est le plus lourd et lequel est le moins lourd et de me les trier, il y a à peu près 95% de chances que tout le monde réussisse. Et donc, ce sont des valeurs relatives. Et donc, l'idée, c'est de dire, on compare toujours par rapport à un autre item du backlog. Donc, on en prend un qui est une référence, sur lequel on a mis une valeur totalement abstraite et empirique. Et à chaque fois qu'on prend un autre item, eh bien, on regarde est-ce qu'il demande plus d'efforts ou est-ce qu'il demande moins d'efforts.
Et comme ça, quand on arrive au moment du planning, eh bien, on fait la somme de tous ces points. Et à la fin du sprint, on regarde ce qui a été livré, dans tous les cas, ce qui a été satisfaisant aux yeux de la definition of done. Donc, tous ceux qui ont réussi la definition of done ont fait la somme de tous leurs points. Et bien ça vous donne la vélocité. Et puis sprint après sprint, vous faites la moyenne de toutes ces vélocités, ça vous donne une vélocité moyenne. Et c'est l'idée de la météo de la veille. Et du coup, pour le sprint d'après, vous savez que vous avez une vélocité de 45. Le sprint qui suit, c'est pas la peine de prendre trop de tickets, parce que si vous dépassez 45 et que vous allez à 80, il y a peu de chances que vous y arriviez. Par contre, si vous êtes à 50, peut-être que vous avez réussi à améliorer un peu, vous êtes un peu plus performant. Donc l'idée, c'est de surveiller la vélocité en tant que membre de l'équipe, et c'est le rôle du Scrum Master de le rappeler régulièrement, de surveiller cette vélocité, d'essayer qu'elle s'améliore, mais sans truquer les chiffres, parce que ça, c'est très facile. Voilà. J'espère que j'ai répondu à la question. A priori, oui. Encore une question de Marie maintenant. Quid de l'application de Scrum dans des équipes non IT? Très bonne question. Alors, eh bien, en fait, de mon point de vue, je ne vois pas de frein bloquant. À partir du moment où vous avez une équipe, s'il y a une équipe, c'est qu'elle est censée produire des choses. Donc la première étape, ce serait déjà de réfléchir à c'est quoi le produit, ou les produits que cette équipe est censée réaliser. Donc c'est ce qu'on appelle, ça pourrait être le product, enfin c'est le product goal tel que défini dans Scrum. Donc ça, soit c'est évident et c'est facile, et il suffit de le mettre sur un papier et puis le problème est réglé. Parfois c'est peut-être moins évident et donc ça nécessite peut-être un atelier de clarification pour aligner les différentes personnes dans l'équipe pour être bien sûr que le produit qu'on veut réaliser, c'est ce produit-là. Et à partir du moment où vous avez le produit, et derrière, on va mettre en place des ateliers pour saucissonner. Encore une fois, c'est l'idée d'avoir une approche en briques de Lego. Et donc, on va découper ce gros produit en plusieurs petites briques. Et puis derrière, on va regarder quelles sont les briques qui ont plus de valeur. Et puis, on va essayer de mettre en marche l'équipe pour qu'elle réalise les briques qui ont plus de valeur en premier. Donc, si je fais une projection, par exemple, enfin une projection, c'est même pas une projection, j'ai été amené à travailler dans des contextes industriels. Il n'y avait pas de software. C'était vraiment du produit fini, avec des équipes d'ingénieurs qui réfléchissaient sur comment optimiser. C'était très, très, très coloré lean. Donc il y a une forte culture lean. Et donc l'agilité n'a pas été un fort handicap pour eux, puisque finalement ils ont retrouvé un petit peu des petits. C'est juste que c'est plutôt sur les événements, la cadence, le rythme avec tous les différents events. C'est plus là où ça a été un peu perturbant. Je pense aussi que dans des domaines RH, par exemple, il est tout à fait envisageable d'avoir des pratiques telles que Scrum. Dans des pratiques, enfin, je ne vois pas en fait de frein a priori qui empêcherait de mettre en place Scrum. Je mettrais peut-être juste un petit avertissement. Je n'ai pas fait d'introduction sur ce sujet. L'agilité est un outil, c'est pas un objectif, et c'est un outil qui fonctionne plutôt bien dans des environnements où il y a beaucoup d'incertitudes et beaucoup de complexité. Si vous êtes dans un environnement où il n'y a pas de complexité et il n'y a pas d'incertitude, oubliez Scrum, ça ne va pas vous apporter un truc farouchement incroyable et ça ne va pas doper la performance de l'équipe ou la qualité du produit. Donc voilà, soit votre vision de votre produit est très claire, et soit vous êtes dans un univers qui est à la fois complexe et un peu incertain. Et si vous, enfin, d'ailleurs, c'est pas soit, et vous êtes dans un environnement avec une vision produit qui est très claire et beaucoup d'incertitudes et complexes, vous pouvez déclencher Scrum et vous pouvez faire une expérimentation, encore une fois, sur 2 mois, 3 mois et regarder les bénéfices à la fin. Il n'y a aucun problème. Alors, une petite anecdote pour l'anniversaire d'Oprah Winfrey, l'animatrice de télévision aux États-Unis. Il y a plusieurs années maintenant, les organisateurs ont utilisé Scrum pour planifier son anniversaire. Donc, il y a eu les Black Eyed Peas qui sont venus jouer un concert à Times Square à New York, et plein de choses qui se sont passées. Et ils ont utilisé Scrum. Donc, ça n'avait rien à voir avec du software. Et moi, personnellement, j'ai fait les travaux de mon appartement en utilisant Scrum aussi. Et des pratiques agiles, de manière générale.
Oui, Alors, on trouve plein d'exemples hein, de construction de bateaux, construction. L'aéronautique, par exemple, c'est un secteur qui est très intéressant parce que tout le monde croit que l'aéronautique, c'est super waterfall. Et en fait, j'ai trouvé des articles vraiment intéressants qui expliquent le contraire. Donc c'est super waterfall dans les modèles d'avions qu'on connaît, qu'on maîtrise. Dès qu'on est sur des nouveaux modèles d'avions, enfin des nouvelles technologies qu'il faut assembler, etc., souvent il y a beaucoup de pratiques agiles qui sont injectées. Alors ça s'appelle pas toujours Scrum, mais il y a d'autres frameworks. alors, malheureusement, il est 14 heures, il va falloir qu'on se quitte. Nous avions encore une question de David Courteigne. Si tu veux rester, David, on peut prendre la question en off pendant les 5 minutes, pendant encore 5 minutes. Pour les autres, bah, merci beaucoup, beaucoup de votre attention. Nous vous rappelons que nous avons un autre Agile Meetish le 30 mars, où là, on va vous présenter bah, ce que c'est que l'agilité. En Souvent, on entreprise. confond Scrum et Agile, et on va vous présenter ce que c'est que l'agilité dans les entreprises, effectivement. Donc, on vous enverra un petit mail avec tout ça, et évidemment, vous aurez droit au petit cadeau. C'est quoi le cadeau, Mathieu? De celui-ci ou de la prochaine fois? De celui-ci, ouais. Ah bah c'est un cadeau surprise. Tu veux pas l'annoncer encore maintenant? Oui, ça va être une information sur plus de détails sur les nouveautés du Scrum Guide dans sa version 2020. Voilà, pour expliquer justement pourquoi les changements de nom, l'apparition de certains concepts, etc. Quelle était la volonté des auteurs qui se cachait derrière ces changements? Ok. Eh bien donc merci à tous. On est 1 minute overtime. Désolé pour ce très très léger retard. Je vais arrêter l'enregistrement maintenant.